Bonsoir à tous, bienvenue donc dans cet éclairage avec Jacques Cheminade ce soir sur un thème qui est dans tous les esprits, le Great Reset, la grande réinitialisation qui est ce plan finalement du forum économique de Davos. Beaucoup de gens en parlent, on va en discuter ce soir, savoir quelle est la réalité, quelles sont les intentions derrière cette grande réinitialisation. On va parler de la nouvelle donne verte qui est associée à cette grande réinitialisation et aussi un sujet annexe qui est enfin pas annexe mais qui est très important, c'est les crypto-monnaies de banque centrale qui vont se développer avec cette grande réinitialisation. Et on parlera à la toute fin du film Hold Up qui défraie la chronique, qui a été banni de pas mal de plateformes, et on va en faire en tout cas une critique, mais surtout essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qui est à garder finalement de ce documentaire. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec cette question de la grande réinitialisation. Donc ce forum de Davos qui propose de dire voilà, on a foiré, on a un système qui marche pas, il faut le refaire, on va le faire plus vert, plus juste et plus intelligent. Donc Jacques, qu'est-ce que tu penses de ce plan-là? Eh bien, depuis le 15 août 1971, c'est-à-dire le fin des accords de nouveau Bretton Woods d'alors, de 1945, ce que nous avons dans le système mondial, c'est la dérégulation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles, c'est le Far West et le casino. Donc, les intérêts financiers prospèrent au détriment à la fois du travail humain et de l'économie réelle. Et on émet de l'argent, continuellement de l'argent pour les renflouer. Les renflouer parfois un renflouement qui est organisé par ces intérêts-là, d'autres fois au détriment des peuples, comme c'était le cas à Chypre. Bref, il y a un renflouement généralisé. Ce système crée de la dette, une accumulation énorme de dettes, puisqu'on est obligé depuis à peu près 1971 d'émettre de plus en plus d'argent pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Et ce n'est même pas une monnaie réelle, c'est une monnaie de banque centrale, c'est une monnaie qui n'est pas attachée au développement et à la croissance économique. Alors, par rapport à cette situation, on arrive au bout. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tout ce système risque de se décomposer au détriment de ceux qui en sont les organisateurs et qui sont au sommet de la hiérarchie ou de l'oligarchie. Et ces gens-là se disent, il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On saisit au bon deux choses. La première, c'est le réchauffement climatique. On peut épiloguer sur lequel s'il y en a ou s'il n'y en a pas, mais ils le saisissent au bon avec une intention réelle, c'est de promouvoir, en disant il y a une menace au réchauffement climatique, une transition écologique, une économie verte, qui n'a rien à voir avec le vrai sens du mot écologie, qui est simplement saisir pour créer un capitalisme vert une occasion qui est offerte. Mais pour le mettre en place, il faut un système qui permette un contrôle de l'argent, qui n'est insuffisant aujourd'hui. Donc, on crée un système de banque centrale qui sera branché sur des crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies seront au-delà de ce qu'on est habitué à voir aujourd'hui comme argent électronique, c'est-à-dire les cartes de crédit, par exemple. C'est un instrument de contrôle et un système de surveillance de masse qui est mis en place autour des grandes agences de renseignement américaines, anglaises et autres. Alors on me dira oui, mais c'est être parano que de dire ça. Pas du tout. Vous pouvez demander à Angela Merkel et à François Hollande si leurs petits téléphones n'ont pas été hackés par ces agences-là, infiltrés. Et vous pouvez vous interroger aux élections américaines sur ce qui a été fait. D'ailleurs, beaucoup d'autres élections ont été faites avec ces mécanismes, avec ces technologies qui permettent de contrôler les choses par des portes qu'on ouvre au sein d'un système de transmission de données. Donc, voilà, ça c'est une chose. Et ces deux choses-là vont ensemble. C'est-à-dire, une économie en prenant le prétexte d'un réchauffement climatique, et l'autre en prenant le second prétexte, qui est un révélateur qui est de cette situation, c'est évidemment le Covid-19. C'est le livre du Forum économique mondial de Davos, du World Economic Forum, qui est intitulé Covid-19, The Great Reset. Le voilà.
la grande réinitialisation. Donc, ce n'est pas du tout une conspiration de forces obscures comme l'entendent les gens. Ils le font en plein jour et ils l'organisent en plein jour parce qu'ils sont arrivés au bout d'un système financier qui ne peut plus tenir en tant que tel. Donc, ils passent à une phase ultérieure. On peut l'appeler un nouveau paradigme. Nous, notre combat, c'est un combat pour quelque chose d'opposé à cela. Oui, là j'ai mis justement le fameux livre, donc c'est de Klaus Schwab notamment, qui est le directeur du Forum économique de Davos, et on a vu les invités de ce Forum économique de Davos qui avait été... Thierry Malret, qui est le fondateur du baromètre mensuel. D'accord. Et donc oui, ouais, on a vu surtout que ce qui était promu, dans ce forum, c'était par exemple le prince de Galles, donc la monarchie britannique qui est vraiment au cœur de ce système et qui pousse sur ce front, voilà, de l'économie verte, l'économie plus intelligente. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que saisissant l'occasion du réchauffement climatique et du Covid, il s'efforce de passer à un stade ultérieur qu'on peut appeler un fascisme vert, qu'on peut appeler une oligarchie prédatrice, qu'on peut appeler une mise en contrôle du monde, parce que leur système tel qu'il fonctionnait depuis le 15 août 1971 ne fonctionne plus. Donc, on passe à cette phase ultérieure. Alors, il y a des tas de conférences où ça a été discuté. Mentionnons les plus récentes, c'est le 3 juin 2020, une visioconférence où il y avait en effet le prince de Galles, qui est toujours un Malthusien, comme toute une partie de la famille royale anglaise, Microsoft, British Petroleum et d'autres. C'était une conférence sur les personnalités de haut rang dans laquelle il y avait même Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Donc, la vision, c'était reprendre cette conception qu'il faut préparer le sommet de janvier 2021, le sommet de Klaus Schwab, du Forum économique de Davos, et qui mettra en relation les principaux dirigeants du monde pour cette transition dite écologique, qui n'est pas du tout écologique, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, voilà, et évidemment, on voit dans ces conférences s'agiter ce plan et se développer ce plan en vue donc de ce forum de Davos de janvier, où seront lancés en même temps ou consacrés plutôt les crypto-monnaies, et en ce qui concerne la réunion de la COP, je crois que c'est 26, qui aura lieu à Glasgow à la fin de l'année, à la fin de 2020. Alors, il y a une réunion encore plus importante, le sommet de l'Horizon Vert, le Green Horizon Summit de Londres, qui vient de se tenir du 9 au 11 novembre. Alors là, il y avait des gens du Green Finance Institute, qui est financé par le gouvernement britannique, la Quadrature Climate Foundation, qui est une fondation charitable qui, évidemment, est avec le hedge fund Quadrature Capital. Et puis, il y a eu le World Economic Forum de Davos. Donc, tous ces gens sont réunis. Il y a aussi la City de Londres. Oui, City of London Corporation, oui. Oui, bien sûr. Mais elle a été celle qui... ce qui est financé par la City de Londres, c'est le Green Finance Institute, pour être clair. Ok, d'accord. Ouais. C'est ça. Et qui est très actif là-dedans? Un certain Mark Carney. Alors, Mark Carney, c'est très intéressant parce que c'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, ensuite de la Banque d'Angleterre, et maintenant envoyé spécial des Nations Unies pour le climat et conseiller, évidemment, de Boris Johnson. Ça, c'est récent. Donc, Carney dit, voilà, il faudra une transition écologique complète, une transition économique aussi, impliquant chaque entreprise, banque, assureur et investisseur et permettant d'orienter vers ce qui est bon, évidemment, pour cette économie-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on met en place ces crypto-monnaies et ces crypto-monnaies permettent d'être l'instrument de ce changement. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez l'ensemble de ces choses, ils ont saisi l'occasion du réchauffement climatique et donc du Covid. Ensuite, c'est le New Green Deal, l'économie verte.
Et évidemment, Ursula von der Leyen a le plan européen pour le New Green Deal, mais ça ne marche pas tellement bien, mais c'est JIS, tout cela. Et vous avez ensuite toutes les crypto-monnaies qui se mettent en place. Les Chinois, pour résister, mettent en œuvre leur propre crypto-monnaie, crypto-yuan. Donc, il y a ces crypto-monnaies qui permettent de contrôler, disons, l'activité économique de chacun de façon beaucoup plus efficace que ne le permettaient les cartes de crédit ou un système bancaire habituel. Donc, ce sont les banques centrales qui deviennent un organisme de banque centrale, quelque part, qui prête de la monnaie de banque centrale, très différente de la monnaie ancienne, et qui contrôle la politique de fait des États. Ce que nous avons dit et répété nous-mêmes, en reprenant les propos de Georges Boris, qui était le conseiller financier de la France libre et l'ami de Pierre Mendès France, qui répétait si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et là, on y est. C'est-à-dire, c'est contre les États-nations pour un système mondialiste. Ce qui était en jeu déjà à Bretton Woods et qui n'a pas passé, c'était la politique vers laquelle s'orientait Keynes. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette question-là, parce que Keynes s'orientait avec le Bancor vers une monnaie mondiale détenue par ses intérêts financiers. Ce n'était pas généreux, ce n'était pas pour les peuples, c'était tenu d'en haut. Alors justement, excuse-moi. J'ai passé justement cette idée-là de Mark Carney d'une monnaie synthétique hégémonique, donc qui est l'idée d'une crypto-monnaie qui serait internationale, donc avec qui pourrait remplacer finalement le dollar. Donc c'est un peu ce que tu parlais là, de la question du Bancor, hein, de Keynes, mais de façon crypto, donc cette fois. Et il y a un deuxième aspect qui est, on va dire, donc le pendant de cette hyper-centralisation du pouvoir dans les banques centrales. C'est ce qu'explique ici un vétéran de JP Morgan, donc Daniel Masters, où il dit qu'en plus les blockchains vont, donc les crypto-monnaies sur des blockchains vont mettre fin aux banques commerciales. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on aurait l'hypercentralisation des banques centrales et de l'autre, une espèce d'anarchie, on va dire, de crypto-monnaies qui serait aussi complètement indépendante des États. Donc il y a vraiment l'idée d'évincer les États de toute disons, l'économie. Attention, parce que on pourrait éventuellement envisager, s'il y avait une autre intention, que des crypto-monnaies soient utilisées de manière positive avec le blockchain. Je ne suis pas contre le blockchain, ce n'est pas pour revenir au temps des lampes à huile et de la marine à voile, comme disait l'autre. Non, on est pour une politique qui soit une politique qui oriente cet argent vers l'économie réelle, l'économie physique. L'économie, c'est des nouveaux principes physiques, un développement de quelque chose qui permet de produire davantage par unité de surface, par être humain et également par gramme de matière apportée. Ça permet d'augmenter ainsi la capacité d'accueil du monde, de faire une meilleure politique sanitaire et de faire une meilleure politique d'éducation et une meilleure politique d'ensemble de développement. Ce système-là qu'ils mettent en place, c'est l'intention exactement opposée. Ils veulent un système de contrôle par en haut. Et quelqu'un comme Schellnhuber en Allemagne, par exemple, a dit, il y a, je crois, 2 ou 3 ans, il a dit, si le réchauffement climatique, c'est 2-3%, lui parle de réchauffement, on ne parle pas encore de changement, le réchauffement climatique, c'est 2, 3, 4 degrés, ben, ce qui va arriver assez pour alimenter et développer les êtres humains. Et on arrivera au maximum, il dit, 1 milliard d'habitants, c'est lui qui l'a dit. Hein. Donc, je pense que ça serait un peu plus, mais c'est lui qui l'a dit. Donc, il y a vraiment une intention malthusienne derrière cela, qui était déjà celle du Club de Rome. Mais le Club de Rome n'a pas passé. C'était trop près des années 1970, où il y avait encore auparavant un système monétaire international qui était injuste, mais qui était quand même basé peu ou prou sur l'économie physique. On est passé à bien pire. Et c'est là qu'aujourd'hui, l'offensive qui était celle du Club de Rome à cette époque recommence, mais à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus internationalisé, avec une option néo-malthusienne de réduire la population mondiale, parce que avec la chanson qu'on a même chantée dans les écoles et qu'on a introduit comme sorte de mantra de cela, on ne peut pas continuer dans un monde de ressources limitées, on ne peut pas avoir un peuplement illimité. Donc, c'est quelque chose qui est absolument faux, parce que si
il y a un développement économique, s'il y a une croissance, et s'il y a entre autres des moyens de contraception, comme dans les pays du tiers-monde, on s'aperçoit que la croissance de population est régulée par rapport aux choix individuels de chacun. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de créer par en haut un système qui, comme l'ont dit certains, permet de contrôler la population. Et on dira, on n'a plus besoin d'autant de travailleurs puisqu'on a l'intelligence artificielle, puisqu'on a le numérique. Et ayant ces choses, ben, comme dit Yuval Noah Harari dans Homo Deus, l'intellectuel israélien, il y aura des gens qui seront inutiles. Donc, que faire de ces inutiles? Ben, on essaiera de, avec, disons, tous les moyens les plus élégants possibles, de diminuer leur reproduction et de leur donner des jeux virtuels. Yuval Noah Harari dit lui-même, les immerger dans un environnement ludique et virtuel. Donc, voilà, on essaiera de parquer une partie de cette population et réserver à une élite le contrôle et le développement des choses. Alors, on voit ce discours apparaître. La Hold Up mentionne, et cela est juste, c'est le discours de Laurent Alexandre en 2019 à Polytechnique, en disant vous êtes le pouvoir, vous êtes les dieux, il utilise ce terme, hein, Homo Deus, vous êtes les dieux, vous êtes ceux de l'avenir, ceux qui savent vos chachons. Évidemment, il faudra faire les choses avec le plus de, disons, de bienveillance possible, mais c'est vous qui dominerez, c'est vous qui connaîtrez les technologies d'avenir, le peuple ne peut pas, les gilets jaunes ne peuvent pas, ces gens-là, ben, ce sont des gens qui ne participeront pas au processus. On peut peut-être pas les éliminer tout de suite, mais il faut en tout cas que ce soit pas eux qui aient le pouvoir, parce qu'ils créent du désordre, ils créent des ennuis, et l'élite, elle, sait très bien ce qu'elle doit faire. Et d'ailleurs, oui, j'allais partager là le tweet de Klaus Schwab, donc le directeur du Forum économique mondial, où justement il explique que finalement cette crise du Covid c'est très bien, ça permet aux célibataires de ne pas trop se rencontrer et donc de pas faire trop d'enfants car la population globale est déjà non soutenable et qu'il faudrait que le taux de naissance diminue le plus possible. Donc voilà, pour ceux qui disent qu'on a des procès d'intention contre ces gens-là, bon, ils s'expriment. Hein. Et c'est un résultat très positif du Covid-19, il dit. Oui, c'est ce qui est quand même assez cynique. Hein. Non, c'est pas cynique, non, mais mais disons les choses comme elles sont. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est là que c'est très intéressant. Parce que si on se reporte aux années 20, après la Première Guerre mondiale, ce qu'on a eu, c'est qu'on avait mis l'Allemagne en état disons, de débiteur éternel. L'Allemagne paiera. Donc, et l'Allemagne ne pouvait pas payer. Alors, on a aménagé un système avec différents plans. Il y a eu le plan Dawes, le plan Young, différents plans. Dawes en 24, Young en 1929. Donc, il y a eu tous ces plans. On a aménagé la dette allemande. Mais les Allemagnes ne pouvaient toujours pas payer. Alors, certains, comme Agnar Schacht, qui a été le futur ministre des Finances d'Hitler, il dit, voilà, l'Allemagne ne pourra pas payer, il faut faire une question politique et permettre à l'Allemagne de payer en ayant un système, un régime fort. Et ce sera l'hitlérisme de ce point de vue-là, de ce point de vue financier. Je ne parle pas des autres points de vue. Donc, ce régime, disons, l'emportera sur d'autres pays, obtiendra l'or, la monnaie d'autres pays, et avec ce système de pillage, pourra rembourser. Et on crée la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, en 1930, pour organiser ce système. Alors, il faut dire, vous dites ça, c'est excessif, ça va trop loin, c'est à la limite conspirationniste. Ben, cette duplicité de la Banque des règlements internationaux, elle a été constatée et même dénoncée par Pierre Mendès France à l'époque et par le représentant de Roosevelt à la conférence de Bretton Woods, Dexter White. Et il y a eu une bagarre énorme à cette conférence de Bretton Woods. Le système est imparfait, hein, il faut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Mais au moins, il y avait un système. Ça a été combattu, cette idée d'une banque de règlements internationaux dominant le tout a été combattue par Dexter White, par le vice-président de Franklin Delano Roosevelt à l'époque, et par aussi donc Mendès France,
Et même Morgenthau, le secrétaire au Trésor américain, l'ont combattu. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont même demandé que la Banque des règlements internationaux soit dissoute. Et c'est Keynes qui s'y est opposé. Et il estimait que la BRI allait à l'avenir être utile pour l'économie mondiale. Et aujourd'hui, elle existe encore, et c'est sur elle que s'est fondé tout ce plan dont je viens de vous parler. C'est la Banque des règlements internationaux qui joue un rôle moteur et qui ne se met pas de l'avant, mais qui joue un rôle moteur dans tout ce plan. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose en l'air, il y a tous les éléments pour le voir, c'est quelque chose qui n'est pas une conspiration, c'est une politique en vue d'un résultat. Alors, si on appelle ça une conspiration, oui, c'est une conspiration, mais ça n'est pas au sens de force obscure, qu'on ne sait pas, on ne sait pas où c'est extraordinaire, ces choses-là, et on fait des insinuations. Non, c'est pas ça. C'est fait en plein jour. Alors justement, oui, il y a cette idée qu'il n'y a pas de complot forcément obscur. On a créé, enfin pardon, écrit un dossier donc qui est le dossier sur le New Deal vert, donc sur la finance verte, pour justement montrer en fait en détail d'où vient cette idée de la finance verte, qu'est-ce qui est derrière, pourquoi est-ce qu'ils promeuvent des technologies vertes qui sont par leur nature incapables de soutenir une population humaine en croissance quantitative mais surtout qualitative, quand on sait que 3 ou 4 milliards de gens sont encore vraiment dans une pauvreté assez crasse. Donc on se dit que voilà, promouvoir aujourd'hui les renouvelables à foison, c'est pas très sérieux, et ça dénote en tout cas peut-être pas d'une intention malveillante pour certains, mais en tout cas disons d'une inconscience criminelle à un moment donné, et c'est ça qu'on veut dénoncer dans ce dossier que vous pouvez donc commander sur notre site internet. Je voulais aussi parler... Oui, vas-y. J'ajouterais, oui, qu'on cherche à créer dans la population un état d'esprit pessimiste en propageant une conception de l'homme de pilleur, de pollueur, de dangereux pour la nature. Comme si l'homme, et la France est un exemple de cela, quand il travaille dans de bonnes conditions économiques et des conditions sociales justes, aménage la nature et l'améliore. La France est un pays où tout ce qui existe aujourd'hui, dans ce qu'il y a de meilleur, a été aménagé par l'homme, y compris les pins des Landes. D'ailleurs, il y a une conférence assez intéressante de Christian Lévesque que je recommande sur comment il y a une notion de piloter la nature et pas seulement la préserver en tant que telle, comme si elle était préservée depuis des millions d'années, alors qu'en fait, elle change tout le temps. Et c'est très intéressant d'avoir cette idée d'une écologie dans laquelle il y a aussi le développement de l'être humain qui doit être intégré, hein, qui soit pas juste un élément rapporté qui va mettre le chaos partout. La véritable écologie, c'est l'écologie pour l'être humain de maîtriser une transformation, comme l'univers lui-même se transforme, pour le bien commun de tous, et aménager pour cela la nature, et pour les générations futures. Et si on ne crée pas les moyens de production pour les générations futures, on ne crée pas les moyens de production qui permettront de développer les pays du tiers-monde. Si on ne crée pas cela, ça avait été exigé, par exemple, à la conférence des non-alignés de Colombo de 1976. Si on ne crée pas cela, eh bien, on aboutit fatalement à une réduction de population par des méthodes violentes ou pas. Et généralement violentes à partir d'un certain moment, parce qu'on crée la condition d'une guerre autour de ressources de plus en plus limitées, parce qu'on ne réussit pas à engendrer ce qui augmente la capacité d'accueil du monde, la capacité de peuplement. Oui, il y a cette hypocrisie en plus des renouvelables contre les énergies fossiles, alors que si on regarde très clairement comment les pays émergents ou les pays pauvres se fournissent en énergie, on sait très bien que les énergies fossiles sont quelque chose qui est majoritaire dans leur mix énergétique, et que mettre l'accent sur la baisse du CO2 très vite et dans un temps complètement irréalisable pour ces pays est aussi criminel, d'une certaine manière. Quoi qu'on pense en fait du climat. Il va sortir des énergies fossiles. Nous-mêmes, nous avons dit que le pétrole devrait être utilisé dans la pétrochimie plutôt que
dans une source pour le moyen de Oui, transport. mais nous, on est avancé, quoi. On peut. Mais Voilà. de le faire avec à deux conditions. D'abord, que ce soit progressif, qu'on n'impose pas à ces pays du Sud un passage brutal à une question, à une société verte, entre guillemets, qui est contraire d'une société vraiment écologique humaine. Et d'autre part, qu'on développe les technologies du futur, comme le nucléaire, la fusion thermonucléaire contrôlée, par exemple. Et là, oui, on obtiendra plus de production par unité de surface, par être humain et par matière apportée. D'ailleurs, c'est le deutérium et le tritium dans un cas, dans l'autre, c'est l'hélium, que l'on cherche d'ailleurs sur la Lune pour cette question, parce qu'il y en a trop peu sur Terre. Donc, ou le barium, il y a toute une possibilité pour la fusion de faire des productions d'énergie. Donc, il y a tout cet effort qui doit être fait, qui est un effort qui porte vers la maîtrise par l'être humain de choses qui se passent dans l'univers, par-delà la perception simple de ses sens. Et je lisais récemment les nouvelles d'Edgar Allan Poe, il y a tout le temps cette préoccupation qui est mentionnée. Et la lettre dérobée, par exemple, la fameuse lettre dérobée d'Edgar Allan Poe, où un ministre particulièrement malveillant qui en veut faire un instrument de chantage cache une lettre, et cette lettre n'est pas cachée quelque part dans sa chambre, elle est là pendant d'un fil, et elle est tellement évidente que les gens ne l'ont pas trouvée. C'est un peu la situation d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est tellement évident, c'est tellement en plein jour qu'on ne veut pas le voir et on fait tout pour nous empêcher de le voir. Alors justement, on va parler de ce phénomène Hold Up, là, le film. Alors toi-même, tu as écrit un édito justement qui répond un peu à ça dans le dernier journal Nouvelle Solidarité auquel j'invite les gens à s'abonner. Quel est vraiment le fond de ce documentaire, s'il y en a un? Qu'est-ce qu'on peut en retenir et est-ce qu'il faut se jeter dessus à bras raccourcis comme le font la plupart des médias aujourd'hui? Alors, c'est un élément qui déclôture le débat et qui ouvre le débat. De ce point de vue, c'est intéressant et nécessaire. Maintenant, comme ce n'est pas fait par des gens qui sont les plus qualifiés, d'un niveau le plus élevé, seulement par certains d'entre eux, il y a une certaine confusion. Alors, ce qui est important, c'est la vague. La vague qui dit ce que je viens de parler, c'est-à-dire ce système financier et monétaire, cet état de surveillance de masse à travers les institutions, les milieux de renseignement, et la surveillance même des activités économiques et financières avec le nouveau système de crypto-monnaie, qui n'est pas du tout, comme on croit, un refuge comme le Bitcoin, c'est un instrument politique. Donc, si on voit les choses de cette façon, oui, il y a une vague, elle conteste le pouvoir en place, elle conteste quelque chose qui est le déni que veut promouvoir l'oligarchie, elle ne peut pas se tromper, le déni de sa possibilité qu'elle se trompe. Donc, elle a toujours raison. Et de ce point de vue-là, on va critiquer détail par détail, hold-up, comme on fait d'habitude. Et on essaye d'exclure du champ de réflexion des choses qu'amène hold-up. Alors, que hold-up soit fait dans des conditions parfaites, il y a beaucoup d'inexactitudes. Il y a des gens qui ont certaines opinions politiques qui ne sont pas nécessairement et pas du tout même les miennes dans certains aspects, mais c'est quelque chose qui montre une émotion et un désir de connaître et de savoir qui est présent dans toute la population, comme il était présent chez les Gilets jaunes. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, avec toute une série d'informations qui sont exactes, que Jacques Attali veuille un gouvernement mondial avec une production mondiale, un stockage mondial et une fiscalité mondiale, c'est un fait, il l'a dit lui-même. Donc, ça veut dire contre les États-nations. Et ça veut dire quelque chose qui est en accord avec le projet dont je viens de vous parler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une coopération entre États-nations pour des projets de développement mutuel. Au contraire, nous sommes ceux qui les soutenons le plus, y compris les nouvelles routes de la soie de la Chine. Mais il faut que ce soit une association d'États-nations, que ce ne soit pas des empires ou un contrôle par en haut, comme le voulait Keynes à Bretton Woods. Donc, par rapport à cela, évidemment, on voit fleurir de partout les critiques, Le Monde, Libération, contre hold-up.
Et le canard enchaîné, que je vais devant les yeux, le canard enchaîné dit, voilà, qu'on cible, c'est la grande réinitialisation, comme si elle n'existait pas, on la cible, et on nous sert encore que derrière cette grande réinitialisation se cachent les méchants, presque tous juifs, et cible favorite et récurrente des conspirationnistes. Donc, c'est pas moi j'ai examiné ça, ce n'est pas vrai. Peut-être que l'auteur ne l'a pas vu. Alors, évidemment, c'est utiliser contre Hold Up des arguments qui sont de faux arguments et qui ne font que étendre un champ de réflexion des uns et des autres irrationnel. Alors, évidemment, on prend par exemple ce que dit comment ça s'appelle, Monique Pinson-Charlot. Monique Pinson-Charlot, qui est la critique et de Sarkozy et des milieux des riches en France, elle dit qu'un fait social, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une troisième guerre mondiale, une guerre des riches contre les pauvres, et elle prononce même le mot d'Holocauste, ce qui me paraît un peu excessif, et elle dit qu'on veut éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité, 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont pas besoin pour assurer leur vie sur la planète. Alors, elle reflète quelque chose qui est exact. Elle a retiré après parce qu'elle ne voulait pas participer à ce film, ayant des opinions qui sont différentes de celles des gens qui l'ont fait, qui sont généralement des ultra-catholiques. La lettre qu'on montre à la fin, qui est la lettre par laquelle l'ex-représentant du Vatican aux États-Unis, Carlo Maria Vigano, il s'appelle, dénonce le Conseil économique mondial, cette conspiration mondialiste. Cet homme est, disons, quelqu'un qui a été très associé à l'ultra-right, à l'extrême droite. Et c'est un ami de Steve Bannon. C'est même lui qui, au Vatican, a assuré qu'il puisse avoir ce qui a été, je crois, arrêté depuis, un merveilleux monastère pas très loin de Rome pour continuer ses accords. Alors, quelle est la vision de ces gens-là? Et ça, c'est le problème. C'est que pour eux, il faut unir les États-Unis, l'Europe et la Russie contre la Chine. Et que le danger, c'est la Chine. Et que Steve Bannon le dit en toutes lettres, qu'il faut s'allier avec la Russie contre la Chine. Alors, c'est des rêveries, c'est des illusions. Et c'est une agitation géopolitique qui ne peut conduire qu'à un système de guerre. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'un tel ou un tel est parfait. Il s'agit de dire que si on veut que ce monde ait un avenir, il faut créer les conditions d'un développement mutuel et d'un système qui soit, comme on dit aujourd'hui, inclusif. C'est pour ça que nous tenons une conférence dans l'Institut Schiller pour montrer quelle est la véritable option pour assurer un avenir. Ce qui manque, évidemment, dans ce film, d'ailleurs, dans ce documentaire. D'ailleurs, le documentaire ne met pas en cause la transition écologique et cette vision dévoyée de l'écologie qui est en place, qui est celle de Marc Carnet ou de Michael Bloomberg. Donc, nous, c'est ce que nous faisons ici, en montrant la cohérence de tout ce schéma. Eux montrent toute une série de réactions, dont certaines sont intéressantes à voir, c'est intéressant à voir, mais qui n'ont pas cette rigueur et qui souvent pêchent par insinuation ou par choses indirectes. Nous voulons être beaucoup plus directs et nous tenons une conférence de l'Institut Schiller, nos amis de l'Institut Schiller, le 12 et le 13 décembre, donc, qui aura des panels, comme on dit aujourd'hui, l'un sur la lutte mondiale pour remplacer le système financier actuel en faillite, l'autre la critique de la numérisation des devises et pourquoi elle a lieu, les cybermonnaies, un troisième panel sur un système de santé moderne et un véritable programme alimentaire mondial de l'ONU pour secourir les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, David Beasley, qui dirige ce programme alimentaire mondial, a lui-même dit qu'il y a 30 millions d'individus supplémentaires qui peuvent mourir de faim, en plus des 7 millions qui sont déjà morts cette année, et que 260 millions sont menacés, et que 700 millions souffrent de sous-nutrition. Donc, c'est là qu'il faut faire quelque chose, et très vite, et il faut se mobiliser. Et pour cela, nous avons créé un comité de la coïncidence des opposés. Ça veut dire qu'une question qui ne peut pas être résolue à un certain niveau doit l'être à un niveau supérieur. Ce que disait Einstein, c'est que
un problème ne peut pas être résolu dans les termes dans lesquels il est posé. Il faut des termes d'un ordre supérieur et qui est plus humain, plus inclusif et qui permet un développement mutuel. Ça, c'est notre but et c'est l'objet de notre travail. Donc, si quelque chose comme Hold Up peut créer un choc, je dis, ça permet d'inclure et de développer ce projet-là et de faire comprendre comment il ne faut pas céder à l'irrationnel ou à tel ou tel comportement où on fait ce que certains appellent aux États-Unis le single issue, des choses sujet par sujet, mais qu'on fait monomaniaque. Pardon, monomaniaque. Oui, ou marotteux, plutôt marotteux. Marotteux. Et ensuite, ce que l'art qui doit inspirer la science, qui doit inspirer les êtres humains, et qui ne soit pas un art de déconstruction et de plaisir à moquer et à critiquer, mais un art qui exprime ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain et l'inspire pour créer ce monde meilleur pour lequel nous nous battons. Alors, c'est pas du tout bisounours. Je dirais que une des premières choses que je ferai, je déposerai les fleurs de Jeff Koons qui sont à Paris et qui sont un symbole d'un art qui n'est pas un art, qui est quelque chose pour faire impression et qui n'exprime rien de créateur, vraiment. C'est une boutique de commerce avec des stéroïdes. Ben oui, c'est vrai qu'on va falloir un effort un peu plus supérieur dans l'art pour unifier, en tout cas, des civilisations qui sont très très différentes et qui sont jetées les unes contre les autres justement par cette oligarchie financière aujourd'hui et qui ont beaucoup de mal à voir leurs intérêts mutuels. Ça, c'est vraiment voilà, le problème, moi, que je vois du documentaire Hold Up, c'est que ça jette beaucoup de confusion et que là, on essaie justement de remettre un peu les choses au clair, de prendre de la hauteur, de voir que les enjeux sont la défense des États-nations et le fait que ces États-nations puissent coopérer ensemble, mais pas à une décroissance physique comme dans le Green New Deal, mais vraiment dans une croissance physique réelle pour les gens. Je sais pas si j'ai devant moi une petite critique aussi de l'Obs du 19, donc maintenant, dans laquelle ils font la biographie de Christophe Cosset et Pierre Barnerias, qui sont le réalisateur et le producteur de Hold Up. Et ils disent des choses sur eux qui sont globalement pas fausses. Mais ça ne suffit pas à, disons, condamner quelque chose qui donne un son de cloche différent du son de cloche auquel on est habitué, et surtout, c'est plus important, qui crée quelque chose, donne une ouverture à une discussion. Parce que vous pouvez dire Barnerias et Cosset sont ce qu'ils sont, mais les journalistes du Monde, qu'est-ce qu'ils sont? Les journalistes de Libération, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des gens qui obéissent à des rédacteurs en chef et à des pouvoirs économiques. On sait que 2 millions d'euros ont été donnés au Monde par Bill Gates, par exemple. On sait que Patrick Drahi a financé Libération et a permis d'éponger certaines de ses pertes, et que tous ces journaux reçoivent des fonds de l'État. Donc voilà ces gens qui se proclament les apôtres de la morale et qui eux-mêmes, disons, sont dans les fonds de tiroir du système dominant. Donc bon. Non, t'as raison de mettre ça sur la table. C'est vrai que c'est aussi le scandale, et c'est d'autant plus scandaleux de voir évidemment quand il y a des gens qui ont envie de chercher la vérité et qui s'en prennent plein la figure. Il faut quand même aussi défendre cette volonté-là de mettre des choses sur la place publique. Parce que si on défend pas, même si on n'est pas tous d'accord avec ce qui est dit, si on défend pas quelqu'un qui essaye en tout cas de chercher une vérité, on se retrouve quelques années après à n'avoir plus du tout de recherche de vérité dans la société. Ce qui n'exclut pas de critiquer au nom de la raison tout ce qui est irrationnel. Alors je dirais, pour finir, que pourquoi ces choses-là ont un tel écho? C'est parce que tout le monde voit que la France
a eu une politique de gestion du Covid qui a été désastreuse. On dit on a fait aussi bien que les autres pays européens. Oui, les autres pays européens d'abord n'ont pas fait bien, mais l'Allemagne a fait mieux que nous. Donc, on peut déjà dire ça. Et surtout, on n'a pas fait ce que les pays asiatiques ont su faire, tester, tracer et isoler. On ne l'a pas fait. Et on nous impose le deuxième confinement dans ce contexte-là. Alors, je ne dirais pas, comme le dit Hold Up, que le coronavirus a été inventé par quelqu'un de l'Institut Pasteur. C'est là la faiblesse de ce. Par exemple, il y a ce pharmacien qui intervient pour nous dire que qui s'appelle, bon, je ne dirai pas son nom, qui nous dit que l'Institut Pasteur a créé le Covid-19. Bon, là, on est dans la simulation et dans les. Bon, mais il y a une épidémie, elle est grave, elle frappe surtout les gens au-dessus de 60 et de 70 ans, donc c'est quelque chose de grave, et c'est là. Donc, c'est là qu'il faut bien voir qu'il y a d'une part cette épidémie qui frappe un certain secteur de la population et à laquelle nous n'avons pas réussi à faire face, parce que sur la totalité de l'épidémie, en nombre de tests réalisés par million d'habitants, sur la totalité de l'épidémie depuis le départ, la France se situe au 37e rang mondial et au 13e rang européen. Et on est derrière la Grande-Bretagne, par exemple, même derrière la Grande-Bretagne. Donc, on n'est pas bien, et ça, c'est ce qu'il faut en tirer, et de se voir de façon rationnelle, avec le cœur, avec les émotions qui doivent guider la raison, comment on pourrait être bien. Et dire, voilà, hold up, circuler, il n'y a rien à voir, eh bien, c'est une façon de dire, on continuera à mal faire. Oui, donc bon, on va conclure en tout cas sur ça, et juste pour rappeler aux gens donc qu'on a un journal qui a été édité, donc Nouvelle Solidarité, qui revient sur les crypto-monnaies, le coup d'État des banques centrales, qui passe par la question du Great Reset, qui amène cette idée de comment on a une politique de progrès mutuel avec d'autres pays plutôt que la régression du Green New Deal. Donc tous ces sujets sont abordés dans notre journal. Donc vous pouvez vous y abonner, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous aide et qui permet de diffuser aussi ces idées et de faire qu'on soit plus nombreux à être disons conscients qu'il y a une issue positive quand même à cette prise de pouvoir, ce coup d'État des banques centrales. Voilà, Jacques, si tu as un mot de conclusion peut-être, c'est à toi. Que les hommes politiques ont la mission de devenir éducateurs, comme le disait Jaurès, et qu'aujourd'hui, ils ne remplissent pas cette mission, et qu'ils préfèrent dégager tous les gens qui, d'une façon ou de l'autre, discuter avec eux et d'essayer éventuellement de les convaincre de les transformer, ils cherchent à leur faire dégager le terrain. C'est ça qui est inadmissible. Très bien, en tout cas, nous, on occupe le terrain et on compte le faire avec tous les gens qui sont de bonne volonté et qui sont des résistants dans l'âme. Donc voilà, rejoignez-nous, et d'ailleurs, j'en profite pour finir, pour dire que vous pouvez faire un don à ASCP et nous appeler pour rejoindre le lobby citoyen et surtout la résistance face à ces coups d'État successifs dans plusieurs domaines. Voilà, merci Jacques, et on te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel éclairage. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.